Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, soit là avec nous physiquement, soit là avec nous derrière vos écrans. Vous êtes les bienvenus dans cette table ronde sur environnement et croissance économique, un regard historique. Une table ronde dont nous devons la paternité à Jean-Yves Grenier, qui est directeur d'études à l'EHESS. D'ailleurs, l'EHESS, c'est notre partenaire du jour. Je me présente, je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le directeur de la rédaction d'un magazine économique qui s'appelle Pour l'écho. Et nous sommes partenaires du Printemps de l'économie. Je vais commencer par vous présenter nos intervenants. À ma gauche, Hélène Torgmann, qui est économiste, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l'université Sorbonne Paris-Nord et membre du Centre de recherche en économie de Paris-Nord. Thomas Queckenbosch, vous êtes conseiller municipal de la ville de Cachan. Vous êtes en charge de l'écologie populaire, de l'économie sociale et solidaire dans la ville de Cachan. Et vous vous lancez dans la recherche. Non pas que vous n'en ayez jamais fait, mais là, évidemment, vous franchissez une étape supplémentaire puisque vous vous lancez dans une thèse qui s'appelle « De Robert Poujade à Brice Lalonde, histoire économique des politiques de l'environnement ». C'est bien ça. Et à ma droite, Fabien Locher, vous êtes historien, vous n'êtes pas économiste à proprement parler, historien des sciences, chargé de recherche au CNRS, membre du groupe de recherche en histoire environnementale, enseignant à l'Université de Lausanne et évidemment à l'EHESS également. Alors on va commencer, on va essayer, puisque c'est une table ronde qui cherche dans l'histoire les relations entre la croissance et l'environnement. Est-ce que la croissance est forcément nuisible à l'environnement? Est-ce que c'est une inquiétude qui est récente ou qui est ancienne? Est-ce qu'il y a moyen de sortir de cette contradiction? On peut dire de temps en temps de cette panique qui s'empare de nous à certains moments récents. Et puis évidemment, on consacrera une partie de cette table ronde à des analyses de l'actualité. L'actualité est pleine de ce sujet. En particulier la COP qui arrive dans pas très longtemps en Écosse, et on voit bien à quel point ça pose des problèmes avec certains chefs d'État qui refusent de venir pour ne pas s'engager sur le long terme. Alors je propose de commencer en toute logique par le passé, avec Fabien Locher. Dites-nous cette inquiétude-là sur la croissance et l'environnement, elle vient de loin, elle est partie où et elle nous emmène où ? Alors, j'appartiens à un champ qui est le champ de l'histoire environnementale, dont le but est d'explorer le passé en l'interrogeant en fonction des questions environnementales, écologiques d'aujourd'hui. Et ce qu'ont montré les historiens de l'environnement, mes collègues Thomas Leroux, Jean-Baptiste Ressoz, moi-même et encore bien d'autres, c'est que la question de la réflexivité environnementale, c'est une question très ancienne. La réflexivité environnementale, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'interroger sur les conséquences de ces actions sur l'environnement et les effets en retour. L'exemple le plus frappant, c'est la révolution industrielle. Tout le monde connaît la révolution industrielle, surtout quand on fait de l'économie. Au moment de la révolution industrielle en France, on a eu des centaines, des milliers de procès qui ont été intentés par des agriculteurs, des propriétaires, des riverains qui habitaient ou qui exploitaient à côté d'usines, notamment chimiques. Et on trouve dans les archives tout un ensemble, un vaste ensemble de combats qui sont menés en justice au nom de la protection des maisons, des récoltes, etc. Et même on trouve des traces dans les jugements des juges français du XIXe siècle, de la notion de qualité esthétique d'un paysage à défendre, déjà. Avec notamment, près de Marseille, dans le contexte du développement de l'industrie de la soude, en lien avec le savon, des propriétaires de mâts qui disent, voilà, on a abîmé mon paysage, et ils reçoivent de l'argent des industriels en retour. Donc on a comme ça un aspect très ancien de la réflexivité environnementale qui remonte au moins à la fin du XVIIIe siècle. Je peux parler aussi d'autres ressources encore plus loin dans le passé. Je peux poursuivre peut-être. Il y a un autre aspect qui est fondamental sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la question forestière. La forêt, il faut bien voir que pour les hommes du passé, c'était bien plus que pour nous, au fond. Comme l'a dit un collègue, Jérôme Buridan, le bois était à la fois l'essence, le pétrole et le béton de cette époque. Pourquoi? Parce que le bois, c'était l'énergie.
Mais le bois, c'était aussi un matériau de construction fondamental. Et donc les grands débats autour du gouvernement des forêts, c'est quelque chose qui était très 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 important au XVIIIe, au XIXe siècle, avec aussi une grande idée que j'ai beaucoup explorée dans un livre récent, l'idée selon laquelle si on défriche trop, on va changer le climat. Une grande angoisse autour du changement climatique causé par la déforestation. Et ça, c'est un débat qui a eu notamment à l'Assemblée nationale, aussi dans la presse, il y a des revues qui traitaient de ça, et il y avait tout un ensemble de luttes politiques très très intenses autour de la question de savoir qui était légitime à gouverner les forêts. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les industriels? Est-ce que c'est les communautés rurales qui avaient des forêts qu'on appelle communes ou plus tard communales? Donc un grand débat autour de la question de savoir finalement qui est légitime à gérer une ressource. Un débat très intéressant dans lequel on avait aussi beaucoup l'idée des générations futures. Le terme apparaît, si on regarde des procès-verbaux de l'Assemblée nationale au début du XIXe siècle, on trouvera le terme génération future. Pourquoi? Parce que c'est la réponse de la bourgeoisie au concept de généalogie de la noblesse. Noblesse qui disait qu'elle seule était capable de gérer le temps long parce qu'elle avait une généalogie. La réponse, c'est de dire les générations futures au sein du peuple sont capables de gérer la nature. Donc on a aussi vraiment un débat que moi je trouve fondamental, qu'on voit aujourd'hui, autour de la question de la temporalité. Qui est légitime à gérer sur le temps long? Qu'est-ce que la durabilité? Et comment, en fait, comment élaborer un modèle de société, penser un modèle de société qui incorpore une forme de durabilité? Ça, c'est le deuxième aspect, je pense, fondamental, le rapport au temps, en fait, qui dans le passé, était aussi très, très fondamental. Et puis, il y a une troisième chose sur laquelle je voudrais beaucoup insister, c'est la jeunesse, finalement, de la normalité. De la normalité, j'ai une entité, j'ai un bien, j'ai un lopin de terre, j'ai quelque chose, une entité du monde naturel. Qu'est-ce qu'il est normal de faire de cela? C'est une grande question qui a été posée au XIXe siècle. Notamment dans le cadre de la révolution industrielle, quand s'est posée la question notamment de l'usage des rivières et des cours d'eau. Quand j'installe une usine, un moulin sur un cours d'eau, je vais divertir une partie du flux. Et donc, je vais avoir un impact sur les gens qui se trouvent en amont et en aval. Or, pendant la révolution industrielle, on utilise beaucoup l'hydraulique. Ça, c'est quelque chose que les historiens économistes ont bien montré. On parle beaucoup du charbon pour la révolution industrielle, mais en fait, notamment en France, l'énergie hydraulique était très fondamentale. Donc, on a aussi une myriade de procès. On a un propriétaire d'usine qui met une énorme roue à aube sur un fleuve, et on a des gens en amont, en aval qui sont inondés ou alors qui n'ont plus d'eau pour faire de l'irrigation. Procès. Et là, il se pose la question suivante. Qu'est-ce qu'est la normalité, en fait ? Au départ, dans le droit notamment anglo-saxon, on a l'idée de jouissance paisible, qui vient en fait de la gentry, de la noblesse rurale anglaise de l'époque moderne. L'idée, c'est que l'usage normal d'une terre, c'est de l'utiliser paisiblement. C'est pas de produire, c'est pas de créer une masse monétaire, c'est pas de la rentabiliser. Et on va avoir, au moment de la révolution industrielle, un grand glissement qui va avoir lieu dans la jurisprudence de la jouissance paisible à un critère de mise en exploitation, de développement, d'aménagement, avec l'idée que ce qui est légitime désormais comme normalité, ce n'est pas de jouir paisiblement d'un bien, mais c'est d'exploiter ce bien pour faire croître la masse monétaire, pour faire croître la production, pour enrichir, dit-on, toute la société, en fait essentiellement les propriétaires de ces industries. Et donc on va avoir une transformation qui va être en fait un peu souterraine en fait, de la propriété elle-même. Dans la théorie économique, on a beaucoup l'idée que la propriété doit être, vous savez, claire, efficace, durable, pour mener à la productivité. C'est des théories classiques de l'économie. En réalité, si on va dans le détail de l'histoire, on voit bien qu'il y a des glissements fondamentaux qui ont lieu sur la destination de la propriété, la normalité. Et finalement, ça engage quelque chose, je trouve, de beaucoup plus profond, cela. Ça engage la question de savoir, finalement, quelle marche normale on assigne au futur. Est-ce que je suis propriétaire d'un lieu potentiellement exploitable sous une forme industrielle? Est-ce que je suis tenu de le faire? Est-ce que je peux le faire? Ou alors est-ce que j'ai un autre chemin possible? Et ça avait des conséquences très importantes parce que plus tard, on aura aussi carrément des expropriations, des gens qui seront expropriés au nom de la productivité.
Parce que, disent les juges, notamment qui tranchent ces cas-là, ils n'ont pas mis assez en valeur leur territoire. Bon, c'est un grand sujet, c'est la question de la mise en valeur qu'on retrouve aussi dans l'espace colonial au même moment, mais je pense que c'est quelque chose de très important de voir qu'au fond, aussi, nos catégories, comment dire, morales, éthiques, notre vision même du futur a été façonnée par cette histoire industrielle et économique. Je voudrais vous poser une toute petite question tout de suite. Il y a une idée à la fois simpliste et très forte qui est apparue probablement au moment de la révolution industrielle, qui est de dire, oui, on va prélever des ressources sur la planète, les ressources vont donc devenir rares, plus chères, et elles vont devenir si chères qu'on va être obligé d'innover parce qu'on ne pourra plus les offrir. Bon, clairement, il y a un problème avec cette théorie. D'où est-elle née? Est-ce qu'elle est toujours vivante? Qui l'a inventée? Qui l'a mise sur le marché des idées? Elle existe en tout cas à l'époque moderne. J'aurais du mal à vraiment identifier la personne qui l'a inventée. On le retrouve dans toute l'économie politique classique de la fin du XVIIIe, du XIXe siècle. Cette idée de la rareté qui est quand même l'origine même, je pense qu'elle remonte vraiment au début de l'époque moderne. Il faudrait vraiment se poser cette question plus nettement. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle naît à l'époque moderne et en même temps, les critiques de cette théorie, elles naissent quasiment au même moment. Il y a déjà des théories qui disent, qui parlent de la non-substituabilité des entités, en disant votre théorie de la rareté du marché, elle est complètement artificielle. Je reprends l'exemple du bois. Les économistes politiques libéraux du XIXe siècle expliquent que les bois, il n'y a pas de problème de forêt en fait, puisque de toute façon, s'il y a moins de forêt, les gens vont en planter, le prix va monter, il y aura une égalisation. Les critiques de ça vont dire plusieurs choses. Ils vont dire d'abord, il y a une valeur morale des bois, morale et symbolique. Ça, c'est beaucoup les gens qui sont les partisans de la monarchie qui tiennent ce discours, en disant la France n'est pas l'Angleterre, c'est pas un pays où le capital doit tout régir, mais la France doit s'inscrire dans les territoires, dans une nature qui a une symbolique aussi très forte dans l'idéologie monarchiste. On a des gens qui sont des naturalistes, qui expliquent des choses dès le XIXe siècle, des choses qui peuvent paraître familières. Hein. Les forêts ont des fonctions écologiques. Elles ne sont pas simplement partie prenante d'un marché. Notamment, c'est vrai beaucoup pour l'érosion. Il y a des grands discours sur la question de l'érosion en disant les forêts de montagne, notamment si on les touche, hein, on va avoir des effets catastrophiques, des désastres, qui auront en plus des effets économiques, puisqu'on va inonder les plaines, on va aussi changer le climat, disent les naturalistes, et peut-être mettre en cause certaines cultures particulièrement productives. Et puis il y a aussi des économistes qui travaillent sur cette question, avec Jean-Baptiste Fressoz, dans un livre auquel j'ai fait référence tout à l'heure, Les Révoltes du ciel, où on traite de l'histoire du changement climatique dans le temps long. Nous parlons d'un économiste qui s'appelle Charles Comte, qui, dans les années 1830, dans son traité de la propriété, explique que les forêts ont un rôle tout à fait particulier, parce que, dit-il, vous allez voir, ça va être assez familier à vos oreilles, elles rendent des services qu'on ne monétise pas, qui ne rapportent pas d'argent à leurs propriétaires. On a quasiment sous sa plume, en 1830, la définition d'une externalité positive. Ces forêts, dit Charles Comte, il faut les protéger particulièrement, et c'est un libéral, hein, pourtant lui, mais il explique que l'État, dans le cas des forêts, doit intervenir, c'est une exception aux règles du tout marché qu'il pose, parce que ces forêts-là, elles ont des effets sous la forme d'externalités positives, on pourrait presque dire de services écosystémiques rendus, si on était un peu rétrospectif, mais c'est quasiment ça sous sa plume. Donc ce que je veux dire, c'est que ce débat, cette idée de l'invention, de la rareté, de la substituabilité, c'est un débat qui a aussi une très longue histoire en réalité, et qui ressurgit en fait par vagues. On l'a évidemment énormément aujourd'hui autour de la question du changement climatique, avec cet espoir sans cesse repoussé qu'on va avoir, vous savez, le magic bullet, l'invention magique qui va nous permettre de sortir du problème de la transition hors de la société carbonée. Voilà, mais il y a une très longue histoire de ça qui a, à chaque moment de l'histoire, concerné la forme d'énergie dominante en réalité. Avec en fait, il y a toujours des espoirs déçus, parce que ce qui s'est passé historiquement, c'est pas la substitution d'une énergie par une autre, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas une histoire du tout de transition, c'est une histoire d'accumulation. Pourquoi? Parce qu'au moment où on consomme le plus de charbon, par exemple en France, c'est aussi le moment où on consomme le plus de bois. Tout simplement parce que pour faire on a intuitivement et dans la tête les immenses réseaux de chemin de fer qui, il se trouve, consomment des quantités gigantesques de traverses en bois. Donc en fait, les énergies s'additionnent beaucoup plus qu'elles se substituent. Et c'est quelque chose dont on se rend de plus en plus compte aujourd'hui.
On n'a jamais consommé autant de charbon que dans les dernières décennies du XXe siècle et les premières du XXIe siècle. Merci Fabien, on reviendra vers vous. Je me tourne maintenant vers Hélène Torgeman. J'ai dit qui vous étiez tout à l'heure. Ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez récemment écrit un livre qui s'appelle « La croissance verte contre la nature, critique de l'écologie marchande » aux éditions La Découverte. C'est un livre extrêmement sévère, c'est un livre aussi assez optimiste, et on voudrait que vous vous concentriez, si vous en êtes d'accord, sur la partie optimiste de votre livre. Comment sortir de toutes ces contradictions devant lesquelles le climat nous place, les obligations, les dépenses, etc. On vous écoute. Oui, effectivement, dans ce livre, j'essaye de montrer que le chemin qu'on prend aujourd'hui n'est pas le bon, pour des raisons sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir plus tard. Mais j'essaie de finir aussi en donnant un espoir de sortie de crise, en prenant le cas de l'agriculture, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions agricoles et plus généralement sur les rapports que les êtres humains entretiennent avec la nature. Et l'agriculture est évidemment un des lieux majeurs où l'on peut voir ces rapports avec la nature. Donc il faut savoir déjà que le système agricole et alimentaire moderne est à l'origine de 30% des émissions de gaz à effet de serre, à peu près. L'agriculture industrielle est à l'origine de 90% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture et consomme 80% des ressources en eau. Alors qu'en face, l'agriculture paysanne consomme le reste, c'est-à-dire 10% des ressources en eau, enfin 20% des ressources en eau, et émet 10% des gaz à effet de serre de l'agriculture. Alors que c'est cette agriculture paysanne, vivrière, agroécologique, qu'on appellerait ça aujourd'hui, j'y reviendrai aussi. L'agriculture industrielle produit environ un quart de la nourriture produite dans le monde en utilisant 3/4 des terres cultivées, alors que l'agriculture paysanne produit environ 3/4 de la nourriture consommée dans le monde sur seulement un quart des terres cultivées. Donc on a là clairement ce que les économistes appelleraient une mauvaise allocation des ressources, puisque toutes les ressources sont utilisées dans un système qui n'est pas du tout productif, en fait, en quelque sorte, qui n'est pas efficace. Et qui, par ailleurs, est à l'origine d'un grand nombre de pollutions diverses et variées. Et ça, c'est quelque chose que les rapporteurs du droit à l'alimentation de l'ONU ont mis en évidence déjà depuis au moins une vingtaine d'années. Tous les rapports successifs des rapporteurs du droit à l'alimentation à l'ONU, le premier était Olivier de Schutter au début des années 2000, mais il y en a eu d'autres qui ont suivi, tous disent très clairement qu'il faut sortir de l'agriculture industrielle et généraliser l'agroécologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? Bon, on pourrait dire que c'est la version moderne de l'agriculture paysanne. L'idée, c'est de tirer parti harmonieusement et en douceur des synergies et des interactions à l'œuvre dans les écosystèmes. Donc c'est un métier qui est en même temps intéressant, scientifique, parce qu'il faut connaître justement toutes ces interactions à l'œuvre. Donc la science écologique nous aide à comprendre mieux. Tout ça pour dire que contrairement à ce que disait Emmanuel Macron il y a un an, c'est pas du tout un retour à la lampe à huile et il ne faut pas choisir entre la lampe à huile et la 5G, mais qu'il y a des solutions intéressantes, novatrices, qui néanmoins vont contre l'agriculture industrielle, sans retourner à la lampe à huile. Alors juste quelques grands principes de l'agroécologie, puis ensuite je dirais des choses un petit peu plus générales sur l'organisation du système économique global. L'idée de l'agroécologie, donc au niveau des fermes, c'est de couvrir les sols globalement parce que ce sont les plantes qui font de l'énergie par la photosynthèse. Donc plus il y a de plantes, plus il y a de couvert végétal, plus ça va fabriquer d'énergie, plus en même temps ça va aider à lutter contre l'érosion des sols. On peut aussi, pour lutter contre l'érosion, planter des haies, des arbres. On peut aussi éviter le ruissellement d'eau en faisant des rigoles, des cuvettes, etc. Il y a aussi toute une série de pratiques qui visent à mélanger les cultures ou faire des rotations des cultures, parce que ça permet d'équilibrer des sols et d'avoir des luttes. Chaque plante va aider
une autre à grandir, ou va aider à protéger contre certains ravageurs, certaines maladies. Et donc, quand on a la connaissance de ces interactions, on peut faire des mélanges de plantes ou des rotations de cultures qui permettent de se passer des pesticides et qui permettent de se passer des engrais chimiques. Par exemple, les légumineuses sont des plantes qui fixent l'azote atmosphérique dans le sol et du coup permettent de se passer d'engrais chimiques. Carrément, hein, complètement. Et il y a des tas d'études aujourd'hui qui montrent que les rendements obtenus en agroécologie sont égaux, voire supérieurs à l'agriculture industrielle. Je cite dans mon livre un certain nombre de références, mais il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez aller par exemple sur le site de l'IPES Food, IPES Food, dont le cofondateur est Olivier De Schutter, qui rend compte de tas d'expériences d'agroécologie, mais aussi la FAO, donc les organisations internationales, etc. Donc l'idée, ça demande des réformes majeures, structurelles, en commençant par une réforme agraire d'ampleur qui viserait à redistribuer la terre en petites parcelles, parce que les grandes parcelles de 500 hectares, 1000 hectares, sont des parcelles qu'il faut cultiver avec beaucoup de mécanisation, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de capital, beaucoup de technique et beaucoup de pollution. Alors que l'idée, c'est encore une fois de faire petit et de revenir à des choses plus à échelle humaine en quelque sorte. Favoriser les formes autogestionnaires, donc là il faudrait organiser les choses autour de la région ou de ce que certains appellent une biorégion. Donc je vais vous donner une définition de ce que certains appellent la biorégion. C'est une région en fait qui est définie par des critères plutôt géographiques qu'administratifs. Une biorégion est un territoire dont les limites ne sont pas définies par des frontières politiques, mais par des limites géographiques qui prennent en compte tant les communautés humaines que les écosystèmes. La biorégion invoque le processus de coévolution sur la longue durée avec le milieu ambiant dans des territoires qui sont des êtres vivants. Donc prendre en compte les interactions entre les êtres humains et la nature et les autres espèces vivantes. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui ont été tentées et qui sont à mon avis stimulantes et pleines d'espérance pour organiser la vie agricole justement au niveau des territoires, des régions. En France ou dans d'autres pays? En France. En France et dans d'autres pays, dans le monde entier. Il y a beaucoup, vraiment, c'est un mouvement extrêmement vivace. Mais par exemple en France, les monnaies locales. Au Pays Basque, on a une monnaie locale qui s'appelle le SCO, mais il y en a plein, il y a au moins 60 monnaies locales en France déjà. L'idée, c'est que ça permet de relocaliser la production et la consommation, puisque tous les participants à la monnaie locale habitent le territoire. Donc on va favoriser les échanges locaux et on peut par ailleurs conventionner les participants à l'échange, c'est-à-dire dire par exemple seuls les agriculteurs bio ou à peu près propres ont le droit d'entrer dans ce circuit et la grosse agriculture industrielle polluante ou la grande distribution ne participe pas. Donc ça permet d'orienter la production, la consommation au niveau d'un territoire. Il y a une coopérative qui s'appelle l'Atelier Paysan qui enseigne aux paysans à fabriquer du matériel agricole à leur mesure, matériel agricole qui n'a pas besoin d'énergie fossile, donc mécanique ou par animaux de trait, et encore une fois qui sont adaptés à des petites parcelles, mais pas à 100 hectares ou 1000 hectares, évidemment. Mais si on recommence à faire petit, ça sera tout à fait adapté, et ce sont des machines robustes, réparables, qui n'ont pas besoin de beaucoup de matériaux, qui n'ont pas besoin d'énergie, à part de l'énergie humaine ou animale, et donc là encore une fois, ça irait dans le sens de l'écologie et de l'autonomie des paysans. Pareil pour les semences. Aujourd'hui, on a tout un oligopole de l'agrochimie qui a mis la main sur la plupart des variétés végétales cultivées dans le monde et donc qui sont en train de s'approprier la chaîne alimentaire mondiale, ce qui est quand même gravissime. Il y a des expériences aujourd'hui de sélection participative, c'est-à-dire des paysans qui travaillent avec des chercheurs, des agronomes, des généticiens pour mettre au point des semences adaptées à leurs conditions locales, à leurs usages, à leur culture. Et donc, pareil, ça favorise l'autonomie et ça sort des circuits de l'oligopole mondial de la chimie. Donc voilà, on a comme ça, je pourrais en citer encore plein d'autres, j'en ai cité pas mal dans mon livre, on a quand même plein de perspectives locales qui permettraient de
rendre vivants les territoires qui sont en désertification, on le sait bien tous, et que c'est un problème énorme, aussi bien économique que politique. Aujourd'hui, on voit bien, depuis les Gilets jaunes, mais même avant, il y a quand même une vraie demande de participation locale des citoyens à la vie quotidienne, d'avoir le droit de prendre des décisions qui les concernent directement. Et si on réorganisait un petit peu la vie au niveau local, un petit peu plus que dans ces énormes hiérarchies administratives où plus personne n'a son mot à dire, je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde. Bon, j'ai encore plein de choses à rajouter, mais peut-être je... Excusez-moi Hélène, mais on entend beaucoup dire il y a une augmentation de la population, même si elle se tassera peut-être plus tard, d'ici peut-être un siècle. Il y a une énorme urbanisation de la population. L'urbanisation, ça consiste en général à détruire des terres arables, et les meilleures terres arabes souvent, parce que les municipalités ne sont pas installées n'importe où, évidemment. Eh bien, il va falloir, sur moins de terres arables, faire plus en termes de production agricole et en termes d'élevage également, j'imagine. Comment est-ce que c'est compatible avec la description un peu utopiste que vous avez donnée de redonner la chance aux petites parcelles, de redonner la chance à l'agriculture qui n'est pas trop intensive? Oui, alors d'abord juste sur l'utopie, effectivement je sais bien que tout ce que je dis est très utopiste, mais j'essaye, on parle beaucoup de penser le monde d'après, si on n'a pas une volonté un peu utopique, on ne dira jamais rien sur le monde d'après parce qu'on reste coincé sur l'impossibilité. Donc j'ai essayé de me... Évidemment, je sais bien que c'est pas aussi facile que ça, j'en ai bien conscience, malheureusement. Pour revenir à votre question, je ne pense pas qu'il faille... je ne pense pas qu'on manque de terres, en fait. On a des terres, simplement elles sont mal partagées. Et donc ça ne demanderait pas de diminuer le nombre de terres cultivées, simplement de le redistribuer de manière à ce qu'on évite les énormes exploitations de 100, 1000, 2000 hectares. Dans certains pays, c'est 10 000 hectares en Amérique du Sud, ou même en Afrique aujourd'hui. On fait des plantations de 10 000, 15 000 hectares avec 3 personnes qui travaillent dessus et des énormes machines qui détruisent tout sur leur passage. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin je pense, enfin, il y a deux approches très différentes. Celle des écomodernistes, enfin ceux qui s'appellent les écomodernistes, qui disent qu'il faut effectivement intensifier l'agriculture, la rendre plus productive, que tout le monde habite en ville pour prendre moins d'emprise au sol et comme ça on pourra laisser une part plus grande de terre à la nature sauvage. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée parce qu'on ne peut pas mettre la nature sous cloche et ça me semble être une mauvaise approche de dire nous on va intensifier une petite partie, on va habiter de plus en plus verticalement dans des villes de plus en plus respirables et par ailleurs on va laisser des grands espaces sauvages où personne n'aura le droit d'aller. Je ne pense pas que ça soit une bonne approche, il me semble qu'il faudrait mieux au contraire se dire on va désengorger les villes, de plus en plus de gens on va inciter et aider les gens à aller s'installer à la campagne, dans les territoires, non pas dans des lieux complètement surchargés, mais un espèce de maillage territorial, et rendre du coup, ça permettrait de redonner vie au territoire. Merci Hélène. Je me tourne maintenant vers Thomas Queckenbosch. Je vais vous demander 2 secondes Thomas, je vais prendre quelque chose, j'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi. Donc, une partie de votre thèse consiste à décrire la naissance de ce qu'on appelle une politique environnementale. Donc, au cours des 30 dernières années, on a vu l'apparition d'un ministère consacré à cette politique. Et ce ministère a dû trouver sa place dans une fratrie déjà considérable, beaucoup de ministères tournés vers l'économie, vers l'industrie, etc. Donc, dites-nous un petit peu, quand on invente le concept de politique environnementale, comment on fait pour qu'elle se glisse dans le dispositif et qu'elle trouve sa légitimité? Parce que, pour être franc, les débats récents entre écologistes nous montrent qu'il y a au moins un débat là-dessus. Oui, bonjour. Alors, effectivement, moi, je vais peut-être partir de l'actualité très récente pour rebondir sur la longue histoire.
c'est intéressant de faire ce débat le lendemain de la condamnation de l'État dans la question de l'affaire à tous, notre affaire à tous, pour inaction climatique. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, de la part du tribunal, une injonction à une action publique en matière climatique en l'occurrence, mais plus généralement une focalisation sur le rôle de l'État, des institutions publiques de manière générale, et c'est la même chose au niveau international, pour agir face au changement climatique aujourd'hui. C'est la principale focale, mais l'environnement ne s'y résume, enfin, les problématiques environnementales ne s'y résument pas. Et c'est vrai que c'est un contraste aussi avec ce que vous disiez à l'instant sur une partie aussi des solutions que les écologistes ont en tête, qui sont en fait très locales, très décentralisées, très démocratisées et plurielles. Et concrètement, quand on lit les grands rapports, il faudrait que l'État investisse 50-70 milliards d'euros par an dans la transition d'ici 2023, 2027, 2030 pour pouvoir enclencher réellement cette transition qu'on peut questionner, mais qui apparaît nécessaire. Et effectivement, c'est intéressant. Moi, le point de départ d'une recherche qui est donc à ses tout débuts, hein, donc la thèse n'est pas encore écrite, mais le point de départ, c'est une question assez naïve et sans doute générationnelle sur le contraste entre l'existence depuis 50 ans, 71, la création d'un ministère en France, d'une action publique qui se revendique d'une politique de l'environnement, d'un ministère de l'environnement, d'un ministère après de la qualité de vie, puis un ministère de l'écologie, un ministère du développement durable. Il a changé de nom quasiment tous les ans pendant la période. Et puis la réalité que nous vivons aujourd'hui d'un débat public catastrophiste sur la question, et à juste titre, et au fur et à mesure de coups de rapports et d'expériences concrètes du changement climatique. Et donc pour interroger ce contraste, moi j'ai effectivement choisi de partir d'une histoire plus courte, qui est celle de l'action publique, d'une histoire administrative comme terrain, pour essayer de comprendre comment se fait, ou plutôt, dans l'hypothèse de départ, mais comment a du mal à se faire la conversion de l'État à des politiques environnementales. Et donc, notamment à la fin des années 60, il y a déjà depuis longtemps ce que nous on appellerait aujourd'hui des politiques environnementales. Il y a création de parcs nationaux au début des années 60, il y a des politiques, ce que disait Fabien Lecher tout à l'heure, qui concernent ce que nous appelons l'environnement depuis très très longtemps. Mais il y a à la fin des années 60 une sorte d'ambition internationale, mais qui se voit dans le milieu scientifique, dans le milieu militant, avec la création d'ONG, la création d'institutions aux États-Unis, en Europe, qui prennent comme objet cette question environnementale qu'il faut donc définir. Et ce qui est intéressant, c'est le travail de Florian Charvolin notamment, c'est qu'en France, la notion d'environnement, elle est théorisée, écrite en même temps que crée une politique de l'environnement, parce que c'est les mêmes personnes qui le font. C'est-à-dire que quand on crée le ministère, Chaban-Delmas, donc Premier ministre, a une remarque célèbre, quel beau ministère dont on a inventé le nom avant de connaître la chose. Voilà, le mot d'environnement dans le débat public est à construire. Et sauf que le mot d'environnement, c'est en fait une sorte de totalisation de plein de petits trucs, de plein de petites problématiques. C'est l'eau, c'est les déchets, c'est les pollutions de manière générale, c'est la protection de la forêt, du paysage, de la montagne, c'est des questions industrielles, c'est des questions économiques, c'est des questions... Et donc c'est un ensemble évidemment agricole, énergétique, un ensemble de problématiques qui en fait sont déjà traitées par plein d'autres champs de l'action publique. Et donc une des problématiques de ce nouveau ministère, c'est immédiatement de savoir quels moyens on met, évidemment. Une problématique de plate-bande. Voilà, et tout à fait. Et donc, par exemple, le premier programme d'action du ministère de l'Environnement en 71 est écrit dans les mois, les années précédentes par une équipe de hauts fonctionnaires qui vont piocher en fait, dans les différents ministères des gens qui ont une sensibilité à. Donc on va chercher dans le ministère de l'Équipement, on va chercher dans les différents endroits les personnes qui en fait s'intéressent à la question et qui de temps en temps posent la question dans des comités divers et variés de l'administration. Puis on les met autour d'une table, notamment l'équipe de Serge Antoine qui a été étudiée par Charvolin. Et puis on va essayer de prendre les petits bouts de ficelle et de faire un petit programme. Et donc ça donne 60, 70, 75. Et puis on va faire 100 mesures pour faire joli, qui sont le premier programme d'action du ministère de l'Environnement et qui sont d'abord construites par l'action publique. Donc la question qu'on pose n'est pas quel est le problème et comment est-ce qu'on y répond, c'est comment est-ce qu'on peut répondre et donc quel est le problème qu'on va traiter. Donc c'est dans l'autre sens qu'on crée cette notion qui est donc immédiatement une notion de politique publique. L'environnement en tant que tel est une notion de politique publique. D'accord. Un petit message pour ceux qui sont là avec nous et également pour ceux qui nous regardent. Vous pouvez évidemment poser des questions. Je dirais que même vous devez poser des questions. C'est vraiment l'occasion ou jamais. Vous pouvez le faire sur le site du Printemps de l'Écho. Vous pouvez le faire sur Twitter. Vous pouvez le faire sur YouTube avec le hashtag Printemps de l'Écho.
Et voilà, on attend ici vos questions. Thomas, je reviens vers vous. Vous êtes un homme politique, local, mais vous êtes un homme politique. Bah oui, c'est un grand mot, mais il faut le dire. En France, on a un rapport avec la politique de l'environnement quand même assez complexe. On est constamment en train d'opposer l'écologie de gouvernement et l'écologie punitive. Vous direz ce que vous en pensez. Et puis on est constamment en train évidemment de nous comparer à l'Allemagne. En Allemagne, les écologistes sont réputés plus mainstream. Déjà, on a l'impression à entendre les commentaires sur l'Allemagne que les écologistes ont gagné une guerre des idées, alors qu'en France, ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Comment sortir de ça et faire... Alors déjà, peut-être une précaution d'usage. Effectivement, moi j'ai un engagement dans ma vie personnelle, mais, et qui évidemment est en lien avec ce qui m'intéresse dans le champ universitaire, mais je ne peux pas parler en tant qu'universitaire de choses que je ne connais pas encore, que je suis en train de chercher, pour répondre à la question avec le point de vue d'un scientifique en tout cas. Après, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses dans la question. Moi, je pense que, par exemple, là, en ce moment, on a appris, je crois, ce matin, qu'il y avait un accord de coalition en train de se préparer en Allemagne avec les écologistes, qui pourrait revenir au gouvernement en Allemagne. Et on a effectivement un débat régulier qui oppose un peu schématiquement des écologistes allemands, des écologistes français. Les uns seraient réalistes, les autres radicaux, je ne sais quoi. On a encore eu le même débat dans le cadre de la primaire écologiste il y a quelques semaines. Le débat allemand qui s'est focalisé dans les années 80-90 dans l'écologie politique, entre ce qu'on a appelé les réalos, Joschka Fischer, et les fundis, les fondamentalistes. Alors le mot aujourd'hui est compliqué à utiliser, mais au sens écologique du terme, en Allemagne, dans les années 80-90, il a eu lieu partout, et il était compréhensible, parce que peut-être que quand on est au début des années 80, on se dit qu'il y a un vrai choix entre la stratégie des petits pas, participer au gouvernement, ce qui était le grand débat allemand, et cela a été évidemment en France aussi, ou bien être sur une forme de radicalité et dire qu'il faut tout ou rien. C'est comme ça qu'on l'a schématisé. Et en fait, aujourd'hui, ce débat-là n'a plus grand sens parce que les réalos sont devenus fundis et les fundis sont devenus réalos parce qu'il reste quelques années pour agir. Donc c'est quelque chose, en tout cas sur la question climatique, et puis sur un certain nombre de grands cycles, toutes les grandes limites planétaires. Et donc en fait, la question est beaucoup moins saillante qu'elle a pu être par le passé, puisque tout le monde a conscience qu'il faut agir, et tout le monde a conscience qu'il faut agir avec une très grande ambition, et d'autant plus d'ambition qu'on n'a pas agi les dernières années. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne manière aujourd'hui de poser la question de la politique pour les écologistes. Mais par exemple, ce qui est intéressant sur la question des politiques environnementales, c'est que ce qu'on appelle politique environnementale et la tentative de le définir comme un champ de l'action publique se heurte à la réalité de la nécessité de l'action écologique, pour le coup, qui touche l'intégralité de l'économie. Il ne s'agit pas simplement de décarboner l'économie, il ne s'agit pas de mettre fin à des grandes mines ou à je ne sais quel grand projet de surproduction et de retirer la composante productiviste du modèle économique actuel. Parce qu'en fait, c'est fondamentalement la façon dont nos sociétés, depuis un siècle et demi, 2 siècles, se sont construites, dont on a construit la modernité politique et économique, est consubstantielle d'un certain mode d'exploitation des ressources, d'un système économique qui a été le soubassement économique de la liberté moderne. Donc ça, c'est la thèse de Charbonnier, et qui est intéressante aussi dans sa conclusion politique, qui consiste à dire qu'il faut qu'on réinvente. Il ne suffit pas de patcher par la croissance verte, par un certain nombre d'innovations magiques qui tomberaient du ciel, etc., de patcher le système économique actuel, parce qu'il faut réinterroger la façon dont on pense la citoyenneté, dont on pense la liberté politique, qui ne peut plus se fonder sur une accumulation permanente comme soubassement de nos discussions. Merci beaucoup Thomas. Je me tourne maintenant vers Fabien. On a, en l'absence de questions de la part de la salle ou de nos auditeurs, je me dévoue à nouveau, on a tendance un peu à schématiser le monde capitaliste en disant la chose suivante. D'un côté, vous avez le capitalisme anglo-saxon, le capitalisme financier. En Asie, vous avez le capitalisme chinois, le capitalisme d'État. Et puis, vous avez l'émergence peut-être d'un capitalisme européen qui serait plus responsable, plus centré sur la responsabilité sociale et espérons aussi la responsabilité environnementale.
Est-ce que cette prétention européenne s'appuie sur des faits précis? Est-ce que depuis que l'Union européenne existe, elle a témoigné dans ce sens ou non? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'histoire récente des politiques européennes, mais ce qui est sûr, c'est que malgré tout, en termes de politique publique, l'histoire du XXe siècle a quand même montré que quand même un lieu très très important d'élaboration des politiques publiques en termes d'environnement, c'était d'abord les États-Unis. C'est quand même un des lieux centraux de l'émergence du mouvement environnementaliste des années 60-70. C'est aussi l'État fédéral américain qui a été parmi les premiers. Il a créé l'EPA, l'Institution américaine de protection de la nature, parce qu'aussi il y a une très longue tradition de conservation des ressources. C'est aussi les États-Unis, et ça c'est un point je pense assez important, qui ont commencé à internationaliser les normes environnementales. Pourquoi ? Pas pour faire le bonheur des peuples, mais parce que tout simplement, à partir du moment où des luttes sociales sur leur territoire avaient réussi à imposer des normes, ils voulaient que tout le monde soit soumis aux mêmes normes sur les marchés internationaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est aussi une idée reçue d'imaginer que finalement, avoir des politiques environnementales, c'est faire le bien, se placer dans une position de moralité supérieure. Mais en fait, il y a des intérêts vraiment... c'est du leadership concurrentiel. Mais c'est très précis. On a vraiment des intérêts géostratégiques à faire de l'environnement, quoi. D'ailleurs, je pense qu'une des trajectoires possibles du futur, je suis historien, je ne suis pas devin, mais il est possible que la Chine, comme les États-Unis en leur temps, s'emparent de la bannière de l'environnement, du changement climatique pour devenir la première puissance mondiale, pas pour, encore une fois, pour créer le paradis sur Terre, ni pour rêver d'utopie, disons, capitalo-maoïste, mais pour faire valoir ses valeurs, pour s'imposer. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que cette histoire-là, c'est une histoire qui est pétrie de rapports de pouvoir et Chaban-Delmas lui-même et Pompidou lui-même, en créant le ministère de l'Environnement et en s'intéressant à la qualité de vie, ils avaient aussi des visées politiques. Ils ne le faisaient pas non plus simplement pour des préoccupations éthiques. Donc voilà, j'aurais envie de dire l'Europe est arrivée relativement quand même tardivement sur un terrain qui a été occupé par les États-Unis, puis ensuite désinvesti par les États-Unis au moment de l'époque Reagan, avec ce qu'on appelle un backlash, c'est-à-dire un balancier terrible où on a dérégulé, où l'environnement était désormais rejeté comme ça aussi pour plein d'autres raisons, notamment parce que l'environnementalisme américain des années 60-70 était malthusien et que ça posait des problèmes politiques énormes, notamment aux États-Unis, en rapport avec la question des droits civiques, mais peu importe, donc il y avait des problèmes, mais qui a fait que le néolibéralisme aussi a mis comme ça l'État fédéral américain... a fait reculer ça et l'Europe a repris une forme de leadership, c'est vrai. Donc moi j'ai plutôt envie de dire que c'est une question de... On peut voir ça aussi comme une forme de concurrence des puissances sur la scène internationale, à la fois en termes d'image, mais aussi en termes pour vendre des technologies. C'est ce que faisaient les Américains dans les années 60-70. Dès qu'il y a eu les grandes marées noires, Santa Barbara 1968, le Torrey Canyon, il y a eu un secteur de la dépollution qui est né aux États-Unis, et ils essayaient de vendre ça à l'échelle mondiale. Il y a des impératifs géostratégiques, la Chine, l'Europe. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que si l'Europe devient, consacre du temps, de l'énergie, de l'argent aux politiques environnementales, ça sera probablement pas, il ne faut pas voir ça comme une espèce de don gratuit au reste de l'humanité. Il y a aussi une lutte là à mener pour la puissance. Donc ça c'est très intéressant cet argument de la puissance. Évidemment, le côté paradoxal de cet argument, c'est que si c'est tellement important pour la puissance, pourquoi est-ce qu'on a été si lent? Comme Thomas le disait tout à l'heure, il nous reste quelques années pour agir. Donc, mais vous avez raison, l'acteur le plus suspect est peut-être celui qui est en train de devenir le plus puissant. Et pourtant, il a dit qu'il n'allait probablement pas venir à la COP en Écosse. Donc il y a là des paradoxes, il y a de la géopolitique et puis parfois il y a de la politique politicienne. Hélène, vous qui avez partagé avec nous la partie optimiste de votre livre et de votre thèse, qu'est-ce que vous pensez précisément de la Chine, si vous avez un avis là-dessus d'universitaire? Est-ce qu'à votre avis, comme vient de le suggérer Fabien, la Chine, sur toutes les questions d'amélioration environnementale, qui, on le sait, part de extrêmement loin, est-ce qu'elle est en train de devenir la grande créatrice de normes environnementales? J'ai un peu peur que oui, parce qu'effectivement,
La Chine est dans une stratégie de puissance mondiale extrêmement claire, à tous les niveaux, aussi bien économique pur et dur, avec les routes de la soie par exemple, que dans tout ce qui concerne le soft power et des stratégies d'influence et de puissance. Et effectivement, vu l'urgence climatique et de la biodiversité, c'est un argument de poids pour établir sa puissance. Alors j'ai dit malheureusement parce que le modèle choisi par la Chine et par la plupart des pays occidentaux, d'ailleurs c'est plus ou moins le même, sont des modèles en fait qui vont pas nous permettre de répondre adéquatement aux problèmes écologiques. Parce que ce sont des modèles, et c'est ce que je raconterai à la prochaine table ronde, ce sont des modèles qui sont fondés sur une exploitation encore plus outrancière de la nature. Et du coup, c'est plutôt une fuite en avant pour moi qu'un vrai changement de cap. Et donc oui, juste pour répondre à votre question, je pense que la Chine est susceptible de prendre le leadership, mais ça ne sera pas pour notre bien à tous. Alors une autre question dans ce sillage-là, et pour insister sur ce paradoxe, en gros, l'efficacité des politiques d'environnement se réduit souvent à un bras de fer entre des États et des entreprises. On en revient souvent là. Oui. Et face à des entreprises gigantesques, multinationales, on a, a priori, si je suis cette logique, envie d'avoir des États très forts. Et entre des États très forts et des États non démocratiques, on n'en est pas très loin. Donc est-ce qu'on est en train de dire que la seule manière de vaincre, de gagner la guerre du climat, c'est de renoncer à une partie des libertés démocratiques? Non, parce que je pense effectivement les firmes multinationales ont un pouvoir absolument démesuré aujourd'hui et il faut des États forts pour lutter contre elles. Mais État fort, ça veut dire là qu'ils montrent leurs muscles face aux multinationales et pas face à leur population. Donc ça voudrait dire par exemple, et là ça concernerait plutôt la gouvernance internationale, les institutions internationales, revoir par exemple, enfin même simplement appliquer les législations anticoncurrentielles, antitrust, qui permettent d'éviter, parce qu'on a les lois qu'il faut, simplement on ne les applique pas, qui permettent d'éviter la formation de firmes géantes. On pourrait tout à fait, avec les lois qu'on a déjà aujourd'hui, démanteler toute une série de firmes et de les ramener à une taille qui est moins gigantesque que Google ou Apple ou Amazon aujourd'hui. Donc je dirais plutôt que la bataille, elle est à jouer au niveau de la législation internationale ou européenne, par exemple le droit de la concurrence européen, par exemple, mais que les États doivent monter leurs forces face aux multinationales, mais pas face à leur population. Donc, par exemple, ça veut dire faire payer les impôts aux multinationales, ce qui est encore difficile, limiter les paiements aux actionnaires qui sont absolument énormes. Là, on a vu, je ne sais pas... Depuis le début de l'année, les entreprises du CAC 40 qui ont bénéficié pourtant de milliards d'aides publiques payées par nos impôts ont distribué 50 milliards d'euros aux actionnaires. Donc de l'argent, il y en a. Et simplement, les entreprises ne veulent pas utiliser cet argent pour le bien public. Et là, les États pourraient les contraindre. Mais il n'y a pas besoin d'étouffer les peuples pour faire ça. Merci Hélène. Thomas Queckenbosch. Ouais, une réaction, parce que c'est intéressant, ce que l'échange sur État versus multinational ou pas. Il y a évidemment un immense sujet aujourd'hui du pouvoir économique, on va dire de manière générale, et de l'influence qu'il a dans le débat public, mais justement parce que c'est l'action publique qui en réalité est à l'échelle suffisante et à la légitimité démocratique justement suffisante pour agir au nom, malgré tout, d'un intérêt général, même si il faut critiquer et interroger en permanence ces questions-là pour savoir d'où ça vient. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est du coup au sein de l'action publique, au sein de l'action de l'État en l'occurrence, qu'il faut regarder où sont les blocages. Et par exemple, dans les dernières années, on a dans ce qui s'appelle le ministère de la Transition écologique, modulo quelques adjectifs, une baisse de moyens qui est extrêmement conséquente en quelques années, avec un passage de 120 000 à 60 000 agents en 15 ans.
Donc avec des témoignages régulièrement qui dépassent les frontières administratives pour nous expliquer la souffrance au travail des fonctionnaires au ministère de l'écologie qui ont l'impression d'agir contre leurs convictions régulièrement, ou alors que de la grande souffrance des agents dans les services déconcentrés de l'État, dans les parcs nationaux, à l'ONF, qui en lutte depuis longtemps, dans ce genre d'institutions publiques qui en réalité ont tous les moyens possibles et qui ont tout le droit, en réalité, le droit est avec eux pour agir, et qui pourraient, sans problème, par exemple sur la question des forêts, il y a un gigantesque enjeu très actuel de privatisation, et on a déjà l'institution publique pour le faire. Mais cette institution-là, le fait qu'elle existe ne suffit pas à lui donner les moyens suffisants pour agir. Voire, on est même, malgré les grands discours, malgré l'air du temps, on va dire, plutôt dans une phase de démantèlement ou dans une phase de consolidation d'outils publics qui ont été construits dans les dernières décennies. Et par exemple, un des sujets actuels, très concrètement, sur quels sont les services qui répondent à l'impératif politique environnemental, quel est le moyen très concret, humain, matériel de l'action publique. Aujourd'hui, souvent, c'est des cabinets privés qui sont appelés pour faire la grande stratégie routière du pays, et regarder ce qui est le budget vert de l'État. Donc on va faire appel à des entreprises pour faire le travail que l'État refuse de faire tout seul. Donc je pense qu'il y a quand même un enjeu important de requalifier ce qu'est l'action publique environnementale et à quel niveau il pèse dans l'arbitrage des politiques publiques. Merci Thomas. Nous avons une question et je vous la lis. Pourriez-vous donner des exemples d'utilisation du thème de l'environnement comme moyen de prendre un leadership politique ou commercial par un pays ? Par exemple, la Chine avec le photovoltaïque, clairement, s'est engouffrée dans l'industrie photovoltaïque, après le leadership de l'industrie sur un discours environnemental, alors même que le photovoltaïque, d'un point de vue environnemental, n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes qui sont un peu passés sous silence. Donc ça, c'est un exemple. Voilà. Il y en a d'autres. Merci beaucoup. Fabien, sur cette question du choc entre les États et les acteurs privés dans une perspective historique, ça a toujours été le cas sur cette question de l'environnement ou c'est vraiment récent ? Alors déjà, ce qu'il faudrait, pour l'historien, la première question qui vient en tête, c'est la question de la frontière de l'État. Moi, j'ai pas mal travaillé sur les États-Unis. Si je regarde l'État fédéral, la frontière entre l'État fédéral et les multinationales est pas claire, en fait. Je veux dire que ce qu'on a coutume d'appeler, par exemple, le complexe militaire ou industriel, qui représente aux États-Unis des dizaines, des centaines de firmes de défense, d'armement, d'aéronautique, de construction navale, etc. Il y a une porosité complète entre les hommes politiques, les hauts fonctionnaires et les représentants et les hauts cadres de ces entreprises. L'argent qui est injecté dans ces grandes entreprises par l'État fédéral est immense. On imagine toujours que les États-Unis, c'est un pays de faible dépense publique, et surtout pendant l'époque Reagan, si on regarde ce que Reagan a fait en dépenses publiques, c'est gigantesque en fait. Donc il y a une espèce Donc la question de la frontière est très compliquée. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, la question de la régulation se pose. Pour que la régulation soit efficace, il faut d'abord qu'on arrive à poser des frontières claires entre États et grandes entreprises. La question se pose aussi en France avec des catégories. On peut penser aux polytechniciens et membres du corps des mines qui passent depuis des décennies de hautes responsabilités au ministère de l'Industrie à qui le CEA, bon ça reste public, mais aussi peuvent aller dans des entreprises pétrolières, des entreprises industrielles du monde nucléaire, etc. Donc ça nous renvoie aussi à une autre question, la question de la formation des élites, et la question de la pluralité aussi des formes d'idéologie qui sont enseignées à ces élites technocratiques, politiques. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut réinventer aussi aujourd'hui, et je pense que c'est en cours, c'est une nouvelle forme de conception, une nouvelle vision du futur, un nouveau rapport à l'environnement, notamment, on pense au monde des ingénieurs. Il y a un livre qui va sortir là bientôt sur, aujourd'hui les polytechniciens, ils se posent la question du fait de savoir si c'est légitime pour une entreprise pétrolière de s'installer sur le campus de leur école. Oui. Et ils le contestent. Grosse réaction des élèves. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Oui. C'est-à-dire que l'industrie pétrolière française a été faite par des polytechniciens, des centraliens, des ingénieurs des arts et métiers. Aujourd'hui, ces gens-là, ils se posent la question.
Il se pose la question des low-tech. Est-ce qu'il ne faut pas faire de l'industrie low-tech? Est-ce qu'il ne faut pas construire petit pour être en fait en avance sur son temps? Est-ce qu'il ne faut pas décentraliser? Et ça, c'est une révolution. Surtout dans un pays technocratique, avec une culture technocratique comme la France. Donc je pense qu'on voit... Moi, je suis très étonné. Il se trouve que voilà, je connais un peu ce monde-là, parce que j'ai été formé en partie aux sciences, et j'ai beaucoup de copains voilà, dans ce monde-là. Je suis étonné de voir ce basculement, parce qu'il y a 15 ou 20 ans, on n'aurait pas imaginé voir un polytechnicien manifester sur son campus contre l'installation d'une firme pétrolière. Et maintenant, ils ne veulent plus aller travailler chez Total. Ils ne veulent plus y aller, ils ne veulent plus que Total vienne sur le campus. Ouais. C'est quand même énorme. Ouais, enfin, moi, je trouve ça énorme. Écoutez, malheureusement, le temps passe et je crois que le temps est révolu. Merci à tous les intervenants, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine table ronde.